Bon après-midi. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier et féliciter mes co-conférenciers pour leur belle présentation. C'était fort intéressant. Et je veux aussi remercier les organisateurs pour m'avoir invité, mais je fais partie des comités, alors je pense que c'est un peu... ça se fait pas un peu. Mais c'est pas moi qui m'a invité moi-même, bien sûr, mais je suis là pour parler de la part de Dr. Nino et Dr. Bacon et moi, et nos collègues internationaux, pour vous en parler un peu de cette réseau international du International Behavioral Trials Network ou du réseau international pour les essais cliniques comportementaux. Et c'est, comme j'avais mentionné ce matin, c'est pas un club privé. Alors, je pense qu'on va terminer la session un peu plus léger. J'ai un peu de données pour vous mettre en contexte, un peu vous expliquer un peu pourquoi on a décidé de créer ce réseau international. Et en espérant d'ici la fin de mes 20 minutes que ça va vous inspirer de vous rejoindre à nous. Alors voilà, alors vous voyez que je travaille beaucoup avec l'industrie. Alors je pense que, juste une petite à côté, je pense que l'industrie sont nos partenaires dans tout ça. Alors même si on parle des interventions non médicamenteuses ou comportementales, je pense qu'on peut quand même arriver à faire des amis avec l'industrie pharmaceutique et autres. Et il y a beaucoup de comportements dans l'efficacité médicale. Alors je pense qu'on a entendu parler ce matin avec Dr. Falissard. Alors, je pense que ce n'est pas juste la pilule qui fait le traitement, mais comment c'est livré et présenté aux patients, entre autres. Alors, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de compagnies pharmaceutiques là-bas. Alors, pourquoi les BTN? C'est parce que plusieurs essais cliniques comportementaux ont produit des résultats décevants. Là, j'ai tiré quelques exemples, mais surtout des revues qui sont très bien connues en médecine en général, New England Journal of Medicine, JAMA, entre autres. Et je pense que ça date de peut-être à peu près 10 ans. Il y avait des chercheurs comme moi, entre autres, ainsi que des collègues en Angleterre, en France et aux États-Unis, qui se sont mis ensemble un peu pour partager nos frustrations. C'est quasiment comme un groupe de thérapie, de soutien, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'est mis ensemble pour un peu parler de comment ça se fait, parce que quand on voit ces études-là, ces énormes études dans lesquelles on a investi énormément de montants, je vais aussi comme parler d'un exemple concret dans quelques instants. Comment ça se fait? C'est vraiment contre-productif de voir les résultats négatifs publiés dans ces grands journaux-là. Et je pense que ça rend la tâche encore plus difficile pour nous dans ce qui est convaincre des décideurs et la médecine en général de vraiment porter attention à nos interventions qui ne sont pas de l'ordre médicamenteux. Alors, comme je vous ai dit, je vais commencer avec un exemple. Alors, voici l'article, l'essai clinique Look Ahead. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de cet essai clinique du Look Ahead? Sinon, c'est pas grave, je vais vous... j'aurais dit mes enfants, mes étudiants. On a un gag toute la semaine, on les appelle les enfants toute la semaine parce que je n'ai pas mes enfants avec moi cette semaine. Alors, Look Ahead, c'était publié en 2003. C'est une étude multicentrique, essai randomisé qui vient des États-Unis et c'était subventionné à l'ordre de 100 millions de dollars US des NIH, des National Institutes of Health. Et l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer l'impact de la perte de poids via une intervention liée au changement de mode de vie sur les événements cardiovasculaires indésirables majeurs, ECIM, en anglais on dit MACE, mais je vais peut-être dire MACE parce que ça me vient plus rapidement, mais c'est ça que ça veut dire, chez les patients diabétiques de type 2 en surpoids. Alors voici l'objectif de l'étude. Alors, c'était fait aux 5 centres aux États-Unis. Il y avait plus que 5000 patients qui ont été randomisés. Et l'intervention, l'essentiel, c'était de réduire l'apport calorique et augmenter l'activité physique. C'était des deux comportements qui ont été ciblés. Et il y avait des réunions de soutien hebdomadaires pour les 6 premiers mois et c'était réduit par la suite. Le groupe de comparaison, ils ont reçu l'éducation sur le diabète 3 fois par année dans les premières 4 années et c'était réduit ensuite par la suite. Et c'était une étude qui était faite sur une suivi de 10 ans. Alors, l'outcome principal a été évalué, le ECIM, après 10 ans. Et encore une fois, pour vous rappeler, le ECIM, ça comprend, c'est une issue, on va dire, composite,
c'est toutes les choses ensemble, qui a compris les décès d'origine cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébrales ou une hospitalisation pour l'angine. Alors, les résultats étaient les suivants. Je vais laisser vous laisser ça digérer ça. Je vous rappelle le montant qui est investi et le nombre de personnes randomisées, plus que 5 500 pour 100 millions de dollars. Et même si vous ne connaissez rien dans la lecture de ce genre de graphique, c'est facile à voir que le groupe contrôle et le groupe d'intervention, ça c'est les patients avec le endpoint, alors en pourcentage, bien, on voit que les courbes sont les mêmes. Ça veut dire aucune différence. On n'a même pas besoin de faire aucune statistique pour savoir. L'effect size, c'est comme il n'y en avait pas. Alors, tout ça pour dire, les gens qui étaient à la tête de cette étude-là, et on en connaît plusieurs, étaient excessivement déçus de ce résultat-là. Alors, ça nous a amené à poser la question, pour cet essai clinique nul, est-ce que ça représente, ce résultat-là, un échec de l'hypothèse? Qui veut dire, est-ce que la perte de poids ne conduit pas à une réduction des ECIM chez les patients atteints du diabète de type 2? Ou est-ce que c'était bien un échec de l'intervention? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'intervention n'a pas réussi à atteindre ses objectifs et à changer des résultats? Parce qu'à chaque fois qu'on voit un résultat nul, anyway, c'est quelque chose que j'aimerais ça que vous commenciez à vous poser si vous ne le faites pas déjà. Est-ce que c'est un échec vraiment de l'intervention comme telle? Il ne vaut pas la peine de faire ça, il faut passer à autre chose? Ou est-ce que c'est bien vraiment un échec de l'implémentation ou la réussite de l'intervention? Parce que ça veut dire ça reflète peut-être des problèmes avec votre méthodologie et ou l'implémentation de votre essai clinique. Alors, on va reprendre ces questions-là. On va reprendre les cibles de l'intervention pour vous rappeler. Les chercheurs ont ciblé une diminution du poids de 7 % par rapport au niveau de référence versus le groupe contrôle dans le groupe d'intervention. Et ils ont ciblé aux patients une atteinte de 175 minutes d'activité physique modérée par semaine. Okay? Alors ça, c'était leurs cibles comportementaux. C'est par ces changements-là comportementaux qu'ils espéraient changer les outcomes cardiovasculaires chez cette population-là. Excusez-moi. On va regarder maintenant à quel point les chercheurs ont réussi leur cible. Au niveau du diminution du poids de 7 %, voici qu'est-ce qu'on observe. Alors, premièrement, ça, c'est des années. Et qu'est-ce qu'on voit dans le groupe d'intervention? Comme on voit d'habitude, le phénomène du check mark. Alors, à très court terme, les interventions, ça réussit, mais sur le temps, les gens reviennent comme avant. Et si on regarde sur notre période de suivi de 10 ans, à la fin, il n'y avait aucune différence entre les deux groupes. Alors finalement, la diminution de poids de 7 % versus le groupe contrôle était non atteinte à 10 ans. Si on regarde maintenant dans l'article le nombre ou le pourcentage de patients qui ont atteint le cible en termes d'activité physique, le 175 minutes par semaine, est-ce que vous voulez deviner combien ont réussi à atteindre ça? 20? 50? Aucune? Bien, je ne peux pas vous dire parce que ça n'a pas été rapporté. Je suis désolée, c'était une petite question piège. OK? Alors, je sais que les données commencent à sortir pour ce variable-là, mais lors de la sortie de l'étude, ce n'était même pas rapporté. OK? Alors, si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait justement au niveau de leur description de l'intervention, bien, voici qu'est-ce qu'on retrouve de l'article. Alors, c'était vraiment une intervention très complexe, comme vous pouvez voir. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont allés dans la littérature puis ils ont dit, OK, qu'est-ce qui fonctionne? OK? Quelles composantes semblent fonctionner pour la perte de poids? Bien, écoute, les interventions au niveau alimentation, activité physique, du counseling, soutien social, tous les trucs classiques qu'on a pu voir qui sont efficaces dans d'autres populations, dans d'autres études antérieures. Ils ont fait comme une soupe avec ça, ils l'ont brassé, ils l'ont réchauffé, puis ils l'ont donné cette intervention très complexe et très savoureuse aux patients. Et alors, tout ça pour dire 100 millions de dollars et avec aucun pre-testing de cette package d'intervention-là, okay? De cet ensemble de composantes interventionnelles, qui est d'après nous un problème.
Parce que si on va passer aux phase 3, les essais cliniques randomisés de phase 3, comme on voit dans l'industrie pharmaceutique et tout, on pense que les gens qui travaillent dans notre domaine doivent vraiment passer beaucoup plus de temps dans le pre-testing, dans l'optimisation de leurs interventions avant de passer aux études de cet hamburger-là qui risque d'échouer, pas parce que la perte de poids ou l'activité physique, ça ne marche pas, mais parce que avec aucun pre-testing de votre intervention, bien, on peut se retrouver avec ça qui passe quoi comme message à la population et au milieu médical. OK? Alors, je vous laisse conclure. Est-ce que c'est un échec de l'hypothèse ou est-ce que c'est un échec de l'intervention? Alors, c'est un peu ça qui a inspiré la naissance du LibTN. Alors, pourquoi devrions-nous nous en préoccuper de ce genre d'études-là? Bien, premièrement, ça réduit notre capacité à obtenir du financement. Alors, bien sûr, après avoir investi 100 millions de dollars, le NIH n'est pas très enthousiaste à continuer à subventionner ce genre d'études-là. Alors, ça peut miner à l'innovation, à la découverte dans notre domaine. Ça peut réduire la probabilité que nos interventions soient remboursées. Alors, je pense qu'on est tous là justement parce qu'on veut retrouver nos interventions remboursées par l'État. Je sais que c'est le cas pour nous au Canada. Actuellement, oui, on peut voir un psychologue, ça peut être remboursé par l'État, mais les listes d'attente sont 6 mois, sinon plus. Et vous n'avez aucun choix au niveau de votre orientation ou approche. Même chose pour les kin, même chose pour les nutritionnistes. C'est très, très, très difficile de les voir dans le système public. Alors, la plupart des gens qui vont avoir accès, ils vont devoir payer de leur poche ou de leurs assurances privées. Alors, ça retarde la diffusion d'interventions potentiellement efficaces et ça mine aussi la confiance du public, je pense, dans nos interventions. Alors, ça peut perpétuer la dépendance excessive à l'égard des solutions biomédicales aux problèmes qui sont, à la base, bien franchement, comportementales. Si on regarde l'ensemble des maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, MPOC ou BPCO ici en France, diabète, à la base, ils sont causés par des habitudes de vie, des mauvaises habitudes de vie, incluant le tabac, inactivité physique, malbouffe, etc. Alors, on devrait vraiment ne pas oublier qu'à la base, ces maladies-là sont causées à la base par le comportement humain. Alors, la mission de l'IPTN, c'est vraiment de faciliter l'amélioration de la qualité des essais comportementaux à l'échelle mondiale. C'est pour développer aussi, et pour ce faire, on veut vraiment développer un répertoire qui va rassembler tous les chercheurs dans le domaine partout au monde, ainsi que des outils et articles méthodologiques concernant les essais comportementaux et comment aussi procéder au développement de vos interventions. Je trouve qu'on a des fois qu'est-ce que j'appelle RCT impatience, impatience au niveau de passer tout de suite à la phase 3. Je pense qu'on devrait passer beaucoup plus de temps dans la définition, raffinement, optimisation avant de passer trop rapidement aux phases 3 qui risquent de planter comme celui de Look Ahead. Et ce n'est pas la seule non plus, je vous ai montré d'autres articles au début. Et on veut bien sûr offrir un réseau international pour renforcer la capacité à entreprendre des essais de meilleure qualité pour avoir des impacts plus élevés. Alors, je pense que c'est un plus petit monde, peut-être les gens qui travaillent dans le comportemental. Alors, ça serait fun si on envisage des études de plus grandes, plus internationales. Bien, on veut que le IBTM soit vraiment le réseau central pour vraiment ramasser les gens et pour vous donner une porte d'accès à des collègues qui travaillent dans le même domaine que vous. Alors, l'IBTN est né en 2014 à Montréal, suite à un petit financement des instituts de recherche en santé du Canada. C'est l'équivalent du NIH au Canada. Et on a pu se réunir, on est à peu près 25 personnes. C'est un tout petit début. Et depuis ce temps-là, on a passé à avoir notre premier congrès de l'IBTN, c'était en 2016 à Montréal. Alors, il y a des personnes qui ont été nommées aujourd'hui. Je pense que ça, c'est Susan Mickey, que je pense qui a été nommée par notre conférencier précédent. Il y a aussi Peter Caulfield qui était impliqué dans Look Ahead et aussi dans le DPP. Il travaillait pour le NIH. Susan Chikowski qui est ici, qui travaille aussi au National Cancer Institute des NIH.
Il y a aussi des Canadiens, des Britanniques. Il y a aussi Greg, ici, à gauche, à votre gauche, oui. Voilà. Alors, on a eu vraiment un congrès comme celui-ci pendant 2 jours, suivi par des ateliers avec des séances d'affiches. Alors, c'était très convivial et ça se tient toujours à la fin mai où il fait beau à Montréal. Alors, vous n'avez pas à s'inquiéter pour la neige. C'était tellement un grand succès qu'on a eu un 2e congrès de l'EBTN en 2018, toujours à Montréal pour l'instant, parce qu'un peu comme ICEP, c'est plus gérable. On a une grande équipe au Centre de médecine comportementale de Montréal, où je travaille. C'est le nom qui porte notre laboratoire. Alors ça, c'est le dernier congrès qu'on a eu en mai passé. Alors encore une fois, on avait des gens vraiment de l'international, des gens du NIH, des États-Unis, de France, de Irlande, des UK. Et on a toujours des bons soupers, Jean Gala et tout aussi. On a bien appris de Greg et compagnie. Pour vous donner quelques statistiques, alors pour les participants au congrès, on avait à peu près 200 en 2016 et 217 en 2008. Alors, on est représenté par 6 pays, puis l'an dernier par 11 pays. Voici le nombre de conférenciers a passé de 17 à 30, le nombre d'affiches qui ont été publiées dans des revues scientifiques. Alors, dernièrement, la revue Annals of Behavioral Medicine, l'éditeur de Annals a consenti de faire publier nos abrégés dans la revue, qui était très, très, très généreux parce que c'est une des meilleures revues scientifiques pour le domaine de médecine comportementale. On avait 9 présentations en plénière, des ateliers, des conférences publiques et beaucoup de commanditaires et partenaires, comme ici. Alors, on a beaucoup appris de Greg et lui était toujours très impliqué. Je vous donne un petit échantillon du programme. Je suis contente que l'écran est très grand parce qu'on peut voir, parce que sur mes écrans, c'est toujours très petit. Alors, on a un peu de Intervention Priorities, les priorités pour les interventions, les méthodes de développement des interventions, les méthodes au niveau du design, implémentation, comme on avait entendu parler dans la conférence précédente. Voici une idée des ateliers. Comme on est à Montréal, on essaie toujours d'avoir des ateliers en anglais et en français, bien sûr. Alors, c'est plutôt comment appliquer plusieurs aspects méthodologiques dont on a parlé pendant le congrès. Alors, il y a autant d'ateliers méthodes qu'ateliers cliniques, si vous voulez mieux apprendre sur les méthodes interventionnelles comme telles. On a fait quelque chose de nouveau l'année passée aussi. On avait une école d'été inaugurale en 2018. On était un peu pas trop sûr comment ça aurait passé. On avait espéré avoir une 20aine d'étudiants internationaux. Et finalement, on s'est retrouvés avec, si je ne me trompe pas, 36. On a eu 62 candidats qui ont appliqué d'un petit peu partout au monde. Et finalement, on a dû passer à la sélection des participants. On avait de la place pour 30, on a fait de la place pour 36. Qui ont été sélectionnés, qui provenaient de plusieurs pays, comme vous pouvez voir, et on a pris des étudiants au niveau maîtrise jusqu'au nouveau chercheur. Et tout le monde a travaillé dans les groupes. Alors ça, c'est le groupe de trainee inaugural. On est très fiers. Et voici quelques photos de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on avait planifié l'école d'été dans la semaine juste avant le congrès, et le congrès faisait partie de l'école d'été. Et les trainees avaient le choix en option des différents ateliers qui faisaient partie de l'école d'été, justement pour faciliter accès. Et on avait donné à tous les conférenciers, à tous les trainees internationaux des bourses de voyage. Alors, ça fait partie de nos perks, nos plus. Alors, on avait des fonds pour ça, puis c'est vraiment une de nos missions dans le Centre de médecine comportementale et aussi de l'EBTN, de vraiment promouvoir la formation des jeunes chercheurs dans le domaine. Alors, on a des soupers, on a ça c'est l'école d'été pendant la semaine, on avait des présentations par des conférenciers et conférencières internationales, et la semaine a terminé avec des présentations en groupe des trainees. Ils étaient hyper stressés de ça, mais vous avez dû voir. Mais c'était vraiment pas dans le but de les évaluer. C'était plutôt dans le but d'aider à donner un peu de feedback, de rétroaction sur leur plan dans un protocole de recherche et tout. Et ils étaient fantastiques. C'était vraiment incroyable à quel point ils ont réussi la tâche.
Alors, c'est quoi l'état du réseau à l'heure actuelle? On a maintenant à peu près 267 membres dans 17 pays et il y a 364 qui sont abonnés à notre infolettre et à peu près 1600 personnes qui sont abonnées sur Twitter. On a quelques réalisations en formation et diffusion. Alors, j'ai mentionné les congrès, on a quelques outils et publications. Et on veut vraiment renforcer des capacités au niveau international pour faire des demandes de subventions. Alors, on est présentement en train de former des partenariats avec d'autres associations internationales, International Society of Behavioral Medicine, Society of Behavioral Medicine, entre autres. Bien sûr, le congrès ICEP, c'est notre congrès partenaire. C'est pour ça que on a nos gros congrès aux années en alternance. Alors, nous avons Greg, on doit définitivement lui remercier pour l'opportunité de travailler ensemble dans cette belle initiative et on travaille étroitement ensemble dans la planification des 2 congrès. Alors, je vais terminer sur les opportunités. Alors, c'est sûr qu'on veut renforcer encore plus la capacité internationale à faire des meilleures interventions au niveau du développement et le testing. On veut augmenter les opportunités pour obtenir du financement, autant pour les projets locaux qu'internationaux. Alors, je sais que Simon Bacon et moi, on a pu participer à titre de co-investigateurs ou collaborateurs pour nos collègues en Irlande, par exemple, et ils ont pu obtenir des fonds parce qu'ils collaboraient avec le network, avec le réseau. Bien sûr, on veut continuer le développement des énoncés scientifiques de recommandations et de guides d'outils de recherche et justement pour faire une meilleure diffusion des interventions comportementales de qualité dans les pratiques courantes. Alors, je veux juste remercier tous les commanditaires et partenaires qu'on a eus depuis le début. Alors, voici nos partenaires plutôt académiques, universitaires, nos partenaires en industrie. Ça, c'est aussi des partenaires, plutôt des associations, la plateforme CEPS, bien sûr, le Canadian Obesity Network, entre autres, et les journaux qui ont publié nos abrégés qui sont provenus de nos affiches. Je vais faire un petit plug pour notre prochain congrès qui va avoir lieu l'année prochaine, le 26 au 28 mai à Montréal, quand il fait très beau. L'école d'été, ça va avoir lieu aussi dans la semaine précédente. La langue principale de cette école d'été, c'est en anglais, mais aux autres années, sans être attaché au grand congrès, on fait des écoles d'été en français. Alors, on offre le même programme sans le gros congrès, parce qu'on ne veut pas compétiner avec ICEPS. Toujours fin mai. Alors, notre première en français va avoir lieu ce mai à Montréal. Alors, voici Montréal, pour les gens qui n'en connaissent pas, et c'est vraiment comme ça fin mai. Alors, c'est une très belle ville. C'est une grande ville. C'est, Simon, is it the 8th biggest in North America? 8th? C'est 8e en termes de population en Amérique du Nord. Alors, souvent, les gens pensent que les villes au Canada sont tout petits, et des ours et des igloos partout. Bon, c'est définitivement pas le cas. On a préservé notre culture française européenne. Pour les gens qui aiment du plein air, pour les gens qui aiment vraiment la ville, est-ce que les gens qui sont des fans de Leonard Cohen? All right, that's Leonard Cohen, if you didn't know that. C'est très famous, ce mural-là. Et ça, c'est notre version de Notre-Dame, que je trouve. C'est un peu plus petit que celui à Paris, mais à l'intérieur, c'est assez extraordinaire. Le lieu du congrès, c'est toujours à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université Concordia. Alors, voici nos 2 universités d'appartenance de Simon et moi. Et pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site web, s'abonner à notre compte Twitter. Voici notre courriel si vous avez des questions. Et je vais terminer avec comment s'abonner. Alors voilà, c'est gratuit. Vous faites www.ebtnnetwork.org ici. C'est bilingue. Toutes nos communications et interfaces, c'est bilingue. Alors, devenir membre, c'est gratuit. On coche. Alors, je compte combien de personnes qui sont dans la salle. Je vais avoir au moins une augmentation de 120 au moins.
Et voilà. Alors, je remercie toujours mon équipe, qui sont certains qui sont avec nous cette semaine, Guillaume Lacoste et Chloé Blanchette. Et voilà. Alors, je suis là pour des questions pour terminer la session. Merci beaucoup.